L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78. Épisode 203, mon invité ce soir est le maire PS d'Orsay, David Ross. L'hebdo politique. David Ross, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 51 ans et vous cumulez plusieurs casquettes, celle de chercheur d'abord. Après des études à la faculté de sciences d'Orsay, vous obtenez un doctorat en physique dans le domaine des lasers en 1998. Vous devenez ensuite enseignant-chercheur dans cette même faculté. Vous démarrez votre vie politique en étant membre du conseil municipal puis maire adjoint de la commune de Bure-sur-Yvette. Vous devenez ensuite maire d'Orsay en 2008, mandat pour lequel vous avez été réélu en 2014 et en 2020. Depuis 2015, vous êtes le leader de l'opposition au conseil départemental de l'Essonne. Et depuis 2016, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay. En 2018, enfin, vous êtes devenu le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Essonne et vous avez été réélu en septembre à ce poste. C'est d'ailleurs une longue histoire entre vous et qui vous lie avec le Parti socialiste. Vous êtes adhérent depuis 1987. Vous aviez alors 17 ans. Qu'est-ce qui, à cette époque, vous avait donné envie de vous engager en politique ? Ça nous replonge un petit peu en arrière. C'est en fait en 1986, j'étais lycéen au lycée d'Orsay et je me souviens, il y avait des petits mouvements estudiantins puisqu'il y avait les lois de Vaquet qui étaient en projet et il y a des jeunes qui étaient venus de l'université pour essayer de faire débrayer le lycée à l'époque. Le proviseur avait pris le micro et il nous avait interdit de le faire. Et moi, je l'ai regardé avec un intérêt un peu distancé. Et le fait que le proviseur ait dit « je vous interdis de le faire », ça m'a fait une sorte de déclic. Et voilà, donc je me suis retrouvé embarqué, entre guillemets, dans cette période. D'abord à SOS Racisme, en fait, en 1986. Et puis ensuite, en faisant mes études à l'université avec l'UNAFID. Et à l'époque, il y avait un lien très fort entre le Parti socialiste, avec des grandes figures comme Julien Drey, par exemple, SOS Racisme et l'UNAFID. Voilà, donc je suis un peu comme Obélix, hein, j'ai mis le doigt quand j'étais petit dedans. Et j'ai été, comme vous l'avez dit, ensuite élu à 18 ans au conseil municipal de Bure-sur-Yvette et depuis je suis élu sans discontinu. Depuis, la situation du parti a bien changé. Depuis la crise du Parti socialiste en 2017, beaucoup ont quitté le PS. Comment est-ce que vous avez vécu cette période ? Alors c'est dur, hein, parce que quand vous voyez des gens quitter un navire, la question c'est est-ce que je quitte le navire ou est-ce que je reste fidèle ? D'ailleurs, on peut voir ça d'un point de vue positif en disant le Parti socialiste a essaimé des personnes dans tous les partis, parce qu'on en retrouve à la France Insoumise, bien sûr, avec Jean-Luc Mélenchon, qui était du département de l'Essonne, on en retrouve chez les Verts, on en retrouve chez les Radicaux. Donc moi je suis resté fidèle parce que j'estimais que c'était pour l'instant l'outil qui était le plus à même de faire la transformation au quotidien. Moi c'est toujours ce qui m'a motivé, c'est d'être utile dans ce que je fais, hein, depuis mes fonctions d'élu, mais aussi dans le cadre de mon métier, dans la transmission du savoir. Et pour moi, il restait l'appareil qui était le plus à même justement de permettre cette transformation-là. Selon vous, est-ce que c'est François Hollande qui a terni l'image du PS ? François Hollande a été au bout d'un cycle, mais il a été finalement la conséquence depuis, je dirais la fin du deuxième septennat de François Mitterrand. On n'a pas forcément su à la fois se rénover et prendre en compte les enjeux de la société. Et donc, on avait un support important et on l'a, à mon avis, mal utilisé au quotidien. Et donc, du coup, la société a fait que c'est plus devenu la première force de gauche, même si elle aspire à le redevenir. À l'époque, vous étiez parmi les fronteurs ou parmi les soutiens du président ? Alors moi, comme vous l'avez compris, des journées bien chargées, moi j'étais surtout mobilisé dans mes fonctions d'élu. Et donc je comprenais ce que portaient les frondeurs, mais j'estime qu'il y a des moments où il faut être en capacité de faire entendre sa parole. Et puis une fois qu'on a les mains dans le cambouis, on a les mains dans le cambouis. Donc je trouvais ça assez particulier que certains à la fois crachent dans la soupe, comme on dit, et en même temps les responsabilités. Donc on peut s'opposer, hein, en démocratie en général et dans un parti c'est fait pour ça, mais il faut choisir un petit peu ces moments et c'est vrai que ça a participé à la cacophonie générale. Donc j'étais exigeant, mais pas moteur dans la fronde. En 2018, lorsque vous avez été élu premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Essonne par les militants essonniens, vous aviez déclaré aux Parisiens « Je ne sais pas si le PS va survivre. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes rassuré ?»
Oui, parce qu'effectivement, j'avais jamais exercé de responsabilité au sein du parti. Je me focalisais sur mes fonctions d'élu. Et quand en 2018, je décide de mettre les mains dans le cambouis, c'est parce qu'il y avait un vrai risque que le parti disparaisse et je voulais essayer d'être modestement à mon niveau utile pour essayer de réanimer les choses, de un peu mobiliser les forces. Et on a réussi à cela, puisque je rappelle qu'on n'était pas en capacité d'assurer des scores de plus de 5% dans beaucoup d'élections. On a eu la séquence locale, départementale et municipale qui a conforté des positions, qui nous a permis aussi de reconquérir des villes. Donc on n'est pas hégémonique, on n'est pas la première force, une fois encore, centrale de toute la gauche, mais on est incontournable. Justement, il y a eu les élections municipales en 2020, les élections régionales et départementales en 2021. À l'échelon local, le PS, on peut dire, a bien résisté en gardant les régions Bretagne, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. La gauche a aussi remporté 26 départements. Comment est-ce qu'on explique cette résistance au niveau local ? Alors c'est un bon exemple et moi j'ai plutôt envie de dire que cette résistance au niveau local, elle aurait dû être le socle, quand on parlait tout à l'heure, de ce qui aurait dû être pris en compte au niveau national. Moi, le vrai reproche que je faisais à l'époque des gouvernements de François Hollande, c'est qu'ils ne s'appuyaient pas assez sur l'expertise et sur l'expérimentation locale. On avait des maires socialistes, on avait des conseils départementaux socialistes, des régions socialistes, et on nous expliquait ce qu'il fallait faire sur nos territoires sans écouter ce que nous on ressentait ou ce qu'on vivait. Et finalement, les maires et les élus de terrain qui travaillent bien, qu'ils soient socialistes ou de la gauche plurielle, ils sont réélus parce que justement, ils font des choses sur le terrain qui sont appréciées. Donc c'est ça, moi, que je souhaite mettre en avant dans mon engagement politique. Depuis 2018, un homme incarne cette renaissance pour faire renaître le Parti socialiste. Il s'agit d'Olivier Faure. Qu'avez-vous pensé de ces 3 ans et demi en tant que premier secrétaire fédéral du parti ? Il a été réélu récemment. Tout à fait. Alors, il a été un peu, entre guillemets, en parallèle ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il n'était pas très connu. Quand il a pris les rênes du parti, personne n'en voulait. Beaucoup pensaient qu'il était là pour fermer boutique. Il a eu à gérer le déménagement de Solferino, des problèmes aussi avec tous les permanents, parce qu'il y avait beaucoup de permanents, il a fallu faire des licenciements, ce qui n'est pas dans la nature de l'ADN du Parti socialiste. Et donc, il a dû gérer cette situation de crise et refaire exister la maison socialiste. Donc, il a été légitimement réélu. Et voilà, moi, je salue ce travail-là qui était important, qui n'est pas forcément très visible, mais qui était nécessaire. Alors ce jeudi, les militants ont désigné Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour devenir la candidate du parti aux élections présidentielles de 2022. Elle était opposée à Stéphane Le Foll, le maire du Mans. Que pensez-vous de ce choix ? Alors, effectivement, elle a été élue quasiment à 80%. Je dirais pas que le vote était connu d'avance, mais c'est vrai qu'il y avait une telle médiatisation qu'elle est partie beaucoup plus tôt que Stéphane Le Foll. Tous les deux sont maires, finalement, puisque maire du Mans et maire de Paris. Donc, ça incarne ce que je disais, moi, qui me plaît, c'est qu'un élu local ait envie de retrousser les manches pour appliquer ça à l'échelon national. On avait besoin de quelqu'un qui porte les couleurs, parce qu'à un moment, il n'y avait aucun candidat. Donc, elle s'est déclarée, on l'a vu à la sortie de l'été. Stéphane Le Foll a voulu, en fait, en étant candidat, qu'il y ait un vrai débat en interne, ce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir, pour être honnête. Les délais d'ici la présidentielle sont trop courts pour qu'il y ait un vrai débat idéologique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des vraies fractures, d'ailleurs, idéologiques entre deux. Et donc, il y a eu une sorte de vote, pas d'adoubement, mais qui était quasiment évident à sa personne. C'était le meilleur timing aujourd'hui, cette semaine-là, pour désigner le candidat du parti? Je ne sais pas si c'était le meilleur timing, mais il y avait urgence à faire quelque chose, puisque effectivement l'élection c'est au mois d'avril. Là on commence à en parler un petit peu. Il y aura ensuite les fêtes de Noël. On sait que les Français sont légitimement concentrés sur l'aspect plus familial. Et ensuite il faut que ça reparte en janvier. Donc c'était important de désigner un candidat ou une candidate, parce que maintenant il va falloir non seulement avancer dans la campagne, mais aussi rencontrer les autres forces de gauche. Les nombreuses polémiques dont Anne Hidalgo fait l'objet à Paris ne peuvent-elles pas, selon vous, lui porter préjudice ? En tout cas, les polémiques, ça fait parler. Donc, ça permet de mettre des choses sur la place publique, sur le débat. Après, il y a toujours des choses qui sont en positif, d'autres en négatif, mais ça, c'est la joute politique classique. C'est pas un sujet, ça. Nous parlions tout à l'heure de l'ancrage local du PS. La maire de Paris s'est entourée d'élus locaux pour sa campagne. Je pense au maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, au maire de Nancy, Mathieu Klein, à la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, ou encore au maire de Montpellier, Michael Delafosse. Il y a là de potentiels ministres, vous pensez? Ils ont la stature pour former un gouvernement pour la France? Tout à fait, vous pouvez même rajouter la maire de Nantes, qui est la directrice de cabinet. Johanna Roland. Effectivement, c'est des gens qui ont une expérience, alors plus ou moins importante en fonction des uns des autres, et donc elle l'a souhaité, et c'est intéressant, s'entourer effectivement, comme je le disais, de gens qui ont eu des exécutifs à gérer.
et qui savent de quoi ils parlent, voilà, qui ne sont pas que des techniciens théoriques de parti, entre guillemets. Et donc, ça fait une belle équipe pour faire campagne et je souhaite effectivement, je leur souhaite une réussite totale et que certains deviennent ministres. Une des premières propositions d'Anne Hidalgo a été de doubler le salaire des enseignants durant le prochain quinquennat, une mesure jugée démagogique et irréaliste par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Vous, pensez-vous que c'est possible ? Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que dans une campagne présidentielle, quand on a un peu d'expérience, le débat qui vient souvent, c'est la sécurité, on le voit encore, le ton que prend ce démarrage de cette campagne, et puis l'emploi. Et en fait, rares sont ceux qui évoquent la question de l'éducation. Et donc, en amenant cette proposition, qui est une proposition forte sur la table et qui fait débat avec les réactions qu'on a vues, bon, ça permet de faire le buzz médiatique, vous, en tant que journaliste, vous savez ce que ça veut dire, mais ça permet aussi de replacer au centre du débat la question de l'éducation. Et ce qui est vrai, et toutes les études le montrent, c'est que les salaires des enseignants en France sont inférieurs à ceux que l'on voit en Europe. Quand on voit par ailleurs les missions des enseignants, et aujourd'hui est rendu hommage à Samuel Paty, les conditions dans lesquelles ils travaillent et le respect et la prise en compte de leur métier, il y a besoin d'une revalorisation clairement du salaire des enseignants. Alors après, est-ce qu'il faut aller du simple au double ? Bon, c'est un affichage qui est montré aussi comme une directive sur un temps long. Je pense qu'il faut aussi séparer les enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur, parce que moi-même étant du supérieur, je ne demande pas un doublement de mon salaire. Donc en fait, il faut regarder aussi la situation des uns des autres et qu'il y ait en tout cas un effort transparent, tout soit mis sur la table et qu'on puisse avoir ce débat-là, mais ça mérite une revalorisation dans tous les cas. C'est en tout cas, vous l'avez dit, le moyen en tout cas de mettre la question de l'école comme un thème central sur la campagne. L'État devrait davantage investir dans l'éducation. Selon le PLF 2022, c'est déjà le ministère qui dispose du plus gros budget, avec 56,5 milliards en 2022. Est-ce qu'il faudra encore augmenter ce budget ? Pour moi, c'est crucial. Et quand je dis l'éducation, on pense bien sûr à nos enfants, mais moi, je pense même à la question de l'éducation tout au long de la vie. On va avoir des métiers qui vont changer, et donc il faut qu'on soit en capacité de permettre à des gens d'avoir des requalifications professionnelles, de les accompagner. On se retrouve avec des drames humains de personnes qui, à 50, 55 ans, se retrouvent au chômage, qui ont travaillé toute leur vie dans une direction, qui ont vraiment participé à l'économie et à l'industrie française et qui se retrouvent mis sur le chemin de la route, et ça, c'est pas acceptable. Donc il faut imaginer que tous les établissements, que ce soit collège, lycée, ils peuvent être ouverts à d'autres horaires, avec d'autres fonctions, et moi je plaiderais à mon niveau en tout cas pour qu'il y ait ce brassage et pour que vraiment l'éducation soit au cœur de la société. Puisque nous parlons de l'école, je me dois de vous faire réagir sur les hommages qui ont eu lieu ce vendredi dans les établissements scolaires, un an après la mort de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine. Vous avez, j'imagine, été très touché en tant qu'enseignant par ce drame. Oui, parce qu'il avait l'air imprévisible. Enfin, quand on voit le côté horrible à la fois du drame et puis la manière dont ça s'est déroulé, c'est quelque chose qui est effectivement inacceptable. Quand on a la fibre de vouloir transmettre un savoir, de vouloir aussi susciter le débat. Donc c'est vrai pour les enseignants comme les journalistes. Et donc c'est à chaque fois des crimes qu'il faut combattre par rapport au drame humain de la personne concernée, mais par rapport à ce que ça représente dans notre société et dans notre République. Et je dois avouer qu'en venant à votre émission, j'écoutais la radio, il y avait donc des témoignages de ce qui s'est passé cette semaine sur les témoignages, et c'était très intéressant d'entendre des jeunes, et je trouvais que c'était bien de la part des journalistes de mettre ça en avant, des jeunes, entre guillemets, des banlieues, qui ont un certain accent et qu'on avait il y a un an plutôt montré comme étant des gens qui trouvaient que finalement ils l'avaient entre guillemets bien cherché. J'ai trouvé qu'un an après, les positions sont beaucoup plus mûries et ça fait chaud au cœur vraiment de voir qu'il y a une réaction de jeunes de 12, 13, 14 ans qui s'associent à ça et qui le critiquent fortement, quoi. Autre sujet sur lequel Anne Hidalgo est investie, celui de la voiture. Le prix du gasoil est à son plus haut niveau historique. La candidate a donc suggéré de baisser temporairement la TVA sur le carburant pour soulager le pouvoir d'achat des Français. Certains vont dire que ce n'est pas une mesure écologique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, Anne Hidalgo, quand elle interdit la voiture sur les berges, on dit qu'elle est trop écologique. Quand elle fait cette proposition, on dit qu'elle n'est pas assez. Évidemment, l'automobile, ça fait partie du cœur et du quotidien de la vie des Français. Ce qu'elle a voulu signifier, et moi je la rejoins là-dessus, c'est que qu'on ait une politique écologique, une politique de transition, c'est essentiel, c'est vital pour notre société, mais on ne peut pas à chaque fois qu'il y a des mesures les faire porter uniquement sur le portefeuille des Français. Et donc il faut qu'il y ait des compensations, ça veut dire que
dans un premier temps, soit il y a des moyens de transport alternatifs qui sont déjà opérationnels, soit en tout cas dans la période de transition, il faut qu'il y ait un effort pour que ceux qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer ne soient pas pénalisés sur leur pouvoir d'achat et ne fassent pas ça au détriment, par exemple, de leur éducation ou de la culture ou de la santé. Donc c'est pour ça que c'est un tout, un équilibre à avoir, et c'est, dans sa proposition, c'est pas un engouement pour le tout voiture, parce qu'on peut pas l'accuser au moins de vouloir favoriser le déplacement, l'utilisation de la voiture à Paris, quoi. Toujours concernant la voiture, Anne Hidalgo s'est prononcée pour un abaissement de la vitesse maximum sur autoroute. On ne pourrait alors rouler qu'à 110 km/h maximum. Quand on a vu les réactions qui avaient entraîné la règle des 80 km/h, vous n'avez pas peur que cette mesure ne passe pas justement auprès des Français ? Alors, c'est un vrai sujet. Je dirais que ça dépend un peu des moments. Moi, il se trouve que les fois où je prends l'autoroute, j'ai rarement l'occasion d'être au-dessus de 110 km/h parce que je suis souvent plutôt sur des heures de pointe. Mais c'est vrai que il faut qu'il y ait un vrai bilan sur. Il y a la question de sécurité et la question de la pollution. Les voitures ont beaucoup évolué et je dirais presque, c'est terrible, mais qu'il faudrait différencier la vitesse de la voiture en fonction de la voiture. C'est-à-dire si vous avez une voiture hybride ou une voiture totalement électrique, c'est pas le même bilan de consommation en termes de CO2 que si vous êtes sur du pur diesel ou un moteur à essence classique. Donc là encore, c'est pour lancer le débat sur la circulation. Je pense pas franchement que la campagne puisse porter présidentielle sur ce type de mesures. Moi, en tant que maire, je suis beaucoup plus porté sur une limitation à 30 km/h dans toutes les villes. Parce qu'on a des comportements où on voit des habitants et même des fois des parents, une fois qu'ils ont déposé l'enfant, repartir à des vitesses folles en milieu urbain. J'ai vu une dérive depuis plusieurs années. On partage ça avec de nombreux maires. Et en plus, là, il y a un impact de pollution très très fort, de nuisances sonores. Donc moi, je suis plus attaché sur les réflexions et les débats sur la vitesse en milieu urbain et périurbain que sur les grands axes où voilà, on a des autoroutes en Europe où même la vitesse est non limitée. Donc, en Allemagne notamment. En Allemagne par exemple. Donc je pense que pour moi le vrai sujet il est plutôt dans un milieu urbain. Un des débats majeurs de la campagne présidentielle sera la très brûlante réforme des retraites. Plusieurs fois repoussée, elle devrait, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, être mise en œuvre dès le début du prochain quinquennat. Quel est votre avis sur le sujet ? Ah bah c'est clair que si on veut garder cette retraite par répartition et pas rentrer sur une retraite par capitalisation, il faut la sauver. Donc là encore, il faut tout remettre sur la table avec des vrais chiffres et pas parce que souvent la réforme des retraites, elle est un peu saucissonnée. On vous parle, il y a des avantages de certains, des avantages de d'autres, mais on met jamais tout sur la table. Et il faut qu'il y ait un équilibre et la question de la pénibilité du travail, qui est souvent l'axe central des réformes, doit réellement être mis sur la table. Et moi je suis enseignant-chercheur, donc ça s'applique déjà, on doit travailler jusqu'à 67 ans. La question c'est pas tant l'âge limite de retraite. J'ai eu cette semaine des cours à donner avec toujours le plaisir de rencontrer des étudiants. Je vais pas faire des paris sur la comète, mais je suis pas sûr qu'à 66 ou 67 ans, si je dois être devant 30 étudiants en classe, je pourrais le faire, mais est-ce que je serais utile pour eux ? Est-ce que c'est la meilleure place que je devrais avoir ? Est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait à ce moment-là des fonctions pour un même métier qui permettent de travailler et de transmettre cette expérience, ce savoir, mais pas de la même façon. Donc l'enjeu, il est là, il est l'âge et il est les conditions avec lesquelles on va exercer son métier. Vous-même, peut-être à 67 ans, vous serez ravi de pouvoir former des jeunes journalistes en leur racontant vos histoires, ce que vous avez vécu, mais je suis pas sûr que vous aurez forcément envie d'être en direct tous les jours, à 5h du matin ou à 23h le soir. On verra dans quelques années. Autre sujet chaud, le nucléaire. Emmanuel Macron a lancé cette semaine le plan France 2030, un plan massif d'investissement de 30 milliards d'euros, dans lequel il décide de réinvestir dans des petits réacteurs nucléaires notamment. C'est une bonne décision, selon vous ? Oui, alors c'est étonnant qu'elle soit prise, là encore, à quelques mois de l'élection présidentielle, parce qu'il est quand même président de la République sortant, et la question du nucléaire, alors ça c'est le côté un peu français, un peu extrême. Le nucléaire était boudé depuis un grand nombre d'années, décrié par certains en disant tous il faut sortir du nucléaire. Et on avait quand même oublié que c'est ce qui a fait l'indépendance énergétique de la France voulue par le général de Gaulle. Alors bien sûr, il y a des centrales vieillissantes, donc ça veut dire qu'il faut regarder l'état des centrales, regarder le coût des investissements pour les rendre opérationnels en toute sécurité. Et là, il y a une vraie culture et un vrai savoir-faire en France, ça a un coût, mais c'est notre histoire depuis 50 ans. Et puis effectivement, il y a des nouvelles générations qui permettent de faire des réacteurs plus petits.
Et ça reste, alors c'est devenu maintenant quasiment à la mode, maintenant il faut faire que du nucléaire. Alors là, moi je dirais pas jusqu'à ce travers-là, même si en tant que scientifique, moi j'étais plutôt un supporter de cette filière-là. Il faut trouver une solution mixte, où il y a à la fois des énergies renouvelables et du nucléaire, mais le vrai débat qui n'est pas posé, c'est pas tant la sécurité de l'énergie nucléaire, c'est les déchets. Il reste une réalité. Et pour l'instant, on n'a pas la solution scientifique pour, non pas votre génération ou vos enfants, mais celle d'après. Et là, ça peut devenir un vrai problème dans 500 ou 600 ans, et on doit aussi anticiper ça. Donc il faut à la fois travailler sur la sécurité, sur la question des déchets, mais, pour reprendre une formule célèbre, en même temps, il faut qu'il y ait ce mix entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Alors justement, dans quelles autres énergies renouvelables faut-il investir ? La plus prometteuse, ça reste l'hydrogène. Elle est très compliquée, hein. Il y a des sauts technologiques à avoir. Et puis, il y a les fameux débats sur l'éolien et le domaine lié à l'eau. On a quand même un littoral extrêmement conséquent. Et donc, on sait qu'on va avoir des effets climatologiques assez importants, mais qui peuvent aussi générer de l'énergie. Donc là encore, il faut trouver la bonne solution. Mais plutôt que d'imposer, moi je serais pour qu'il y ait un vrai débat. Avec, une fois encore, là c'est l'enseignant qui parle, les chiffres sur la table pour savoir de quoi on parle, expliquer aux gens. Parce qu'à un moment, quand il y a des décisions démocratiques qui s'imposent, elles peuvent être douloureuses, mais il faut qu'ils comprennent qu'on n'a pas le choix et que, en tout cas, le pétrole, on arrive, on le dit depuis que je suis tout petit, mais là on le voit avec le prix d'ailleurs à la pompe, le pétrole vit quand même ces dernières années. Et donc il faut qu'on ait conscience que toute cette économie qui est basée sur le carbone, elle risque de s'effondrer du jour au lendemain. Et donc on a cette responsabilité en tant que politique et scientifique d'ailleurs d'anticiper et de porter le débat et de prendre des décisions. L'écologie, c'est l'une des priorités des Français, mais vous n'êtes pas les seuls à gauche à vous revendiquer écologiste. La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts concurrencent aujourd'hui le Parti Socialiste. Seriez-vous, à titre personnel, favorable à une grande alliance de la gauche pour les présidentielles ? Ah bah, je suis tout à fait favorable et elle est surtout indispensable. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mené pour essayer de faire basculer le département de l'Essonne. On n'a pas réussi, mais on avait fait naturellement l'Essonne avec un axe où on retrouvait toutes les composantes de la gauche sans aucune volonté hégémonique du Parti Socialiste, parce que quand on voit l'émiettement actuellement, je l'ai dit, il n'y a plus vraiment un parti, en tout cas à gauche, qui est dominateur, et il faut qu'on ait un programme commun qui soit applicable avec toutes les composantes et qu'on le décline à l'échelon local et bien sûr à l'échelon national. Les sondages placent aujourd'hui Anne Hidalgo entre 5 et 6% des intentions de vote, à peu près autant que le score de Benoît Hamon en 2017. Est-ce que cela vous inquiète pour le moment ? Alors, oui et non, c'est-à-dire que Benoît Hamon a fini effectivement un score très bas, qui est le score pour l'instant annoncé à Anne Hidalgo, mais sauf qu'il avait démarré très haut. Quand il était sorti de la primaire, je crois qu'il était donné à 13 ou 14%. Donc c'est ce qu'a très bien dit d'ailleurs Olivier Faure cette semaine. La question, c'est la dynamique d'une campagne. Donc on a maintenant une candidate, on a un programme, il y a un réseau de militants, donc elle va rentrer en campagne. Il y aura des rencontres avec Yannick Jadot, plus naturellement que par exemple avec Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on sait qu'il souhaite être candidat. On a d'autres candidats intéressants, Arnaud Montebourg qui parle, parce qu'il a été au Parti Socialiste et il porte aussi des thématiques intéressantes. Et donc ces personnes vont faire campagne. On est au mois d'octobre et je pense qu'il y aura certainement un point qui sera fait au mois de décembre, mais j'imagine pas à la fin que tous soient candidats, parce que là c'est la défaite assurée. Assurée pour la gauche. Passons maintenant à un sujet plus local pour terminer cette émission. La semaine dernière, les Marches des Terres ont vu plusieurs centaines de militants dénoncer l'artificialisation des sols en Île-de-France. Dans la ligne de mire des manifestants, le projet de la ligne 18 du Grand Paris Express, ce projet de métro qui reliera le plateau de Saclay à Versailles dans les Yvelines. Le député de votre circonscription, Cédric Villani, s'est déclaré contre ce projet. En tant que maire d'Orsay, c'est un dossier que vous connaissez bien, on l'imagine. Quelle est votre position sur ce projet ? Alors, je ne parlerai pas au nom de Cédric Villani, mais je crois que sa position est un petit peu plus subtile que ça. C'est-à-dire qu'il est pour l'arrêt du projet après Saclay. C'est-à-dire que la ligne 18 partira de la gare de Massy. Pour la partie ouest. Voilà, pour la partie ouest. Donc, moi, ce qui était important, et en tant que maire d'Orsay, bien évidemment, c'est qu'on ait un transport en commun structuré très vite, qui puisse justement relier Massy au plateau de Saclay et qui surtout participe au désengorgement routier qu'on observe tous les matins et qui va s'amplifier avec l'arrivée des organismes qui ont été prévus par l'État. Donc il était pour moi impossible qu'il n'y ait pas un transport en commun. Les services de l'État, parce que c'est eux qui ont en gestion, nous ont proposé, ont même imposé un métro qui s'appelle la ligne 18, voilà, avec les arguments qu'ils donnent. Donc peut-être qu'il y avait une autre solution, mais maintenant qu'elle est lancée, il faut qu'elle aboutisse. Voilà. Moi, ce que je souhaite pas, c'est qu'on dise on arrête la ligne 18 et qu'il n'y ait rien à la place. Or,
on le sait quand on a un peu d'expérience, qui est lancé, les appels d'offres ont été lancés, le tunnelier est présent, cette ligne 18, elle est partie et à mon avis, il faut qu'elle soit faite le plus rapidement possible, sinon on aura une thrombose, une sclérose qui sera présente sur notre opération d'intérêt national et ça ira à l'encontre du développement de l'université et de cette opération de cluster scientifique. Et les manifestants qui défendent les terres de Saclay. Alors, les manifestants, ils ont raison dans la mesure où ils portent leur projet de lutte contre l'artificialisation des terres. Je rappelle quand même que sur l'OIN, il y a eu un équilibre qui a été trouvé. Il y a 2300 hectares de terres agricoles qui sont sanctuarisées. Et au regard de ça, il y a 300 hectares de terres qui ont été voués au développement de ce cluster économique sur lequel vient la ligne 18. Leur combat, que je peux rejoindre et dire on est contre ça, bon ça c'est leur position extrême, mais leur combat que je peux rejoindre c'est de dire attention, il ne faut pas que cette ligne 18 vienne ensuite consommer les fameuses terres qui sont préservées. Et donc là-dessus, moi je serais totalement d'accord et en soutien avec eux pour dire que en tout cas nous le projet tel qu'il est prévu il doit se développer, mais pas au-delà. Merci beaucoup, David Ross, d'avoir été avec nous et d'être venu dans l'hebdo politique. Je rappelle que vous êtes le maire PS d'Orsay. Nous, on se retrouve dimanche prochain à 19h. Mon invité sera alors Philippe Juravert, conseiller régional de la France Insoumise. Très bonne soirée à tous. L'hebdo politique.